Bonjour à tous et bienvenue dans la quotidienne. Donc merci de m'accueillir chez vous. Aujourd'hui, pour ce mercredi, pour les accros de la pétanque ou pour ceux qui ne savent pas jouer de la pétanque, aujourd'hui, Jamie Waimo nous parle des techniques de cette discipline. On en parle dans notre rubrique C'est sport. Ensuite, c'est mercredi, c'est les sorties cinéma. Donc Chloé se fera un plaisir de nous donner l'actualité du cinéma. Aujourd'hui, il est sorti les expositions et les spectacles. Ensuite, pour notre rubrique Grandeur Nature, aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux activités de l'association Mokamana. Pour l'heure, je vous propose de retrouver tout de suite notre invité du jour. J'ai le plaisir de recevoir le grand chef Pascal Sihazé du district de Oued Chalifou. Bonjour. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté cette invitation. Aujourd'hui, on va parler justement de la réforme du mariage. Donc une grande réunion a été effectuée l'an dernier, plutôt plusieurs réunions ont été effectuées l'an dernier à Lifou. Alors pourquoi déjà effectuer cette réforme? Parce que d'abord, dans un premier temps, on est une culture vivante. Et quand on parle de coutume, cette coutume-là va présenter plusieurs aspects. La fête des ignames, la couverture d'une case, les naissances, le décès, et notamment en ce qui nous concerne, le mariage, elle évolue. Et qu'on le veuille ou non, la coutume va évoluer. Et c'est ce qui se transparaît au travers du mariage. C'est pourquoi nous, on a essayé de travailler sur le mariage. Avant les périodes d'évangélisation, 1842-1858, catholiques et protestants, les mariages étaient autres. Juste après cette période-là, eh bien, quand il y a eu l'évangélisation, les mariages se sont métamorphosés. Il y a eu changement complet. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, les mariages n'étaient pas ce qu'elles étaient. Donc c'est preuve que la coutume, elle évolue. Alors aujourd'hui, on va dire que le mariage, l'organisation du mariage, surtout à Lifou, est devenue un fardeau pour certaines Alors familles. Alors que ça devrait être des sujets de joie parce qu'on s'éclate. Mais là, ça a été un fardeau, puisque, comme je disais tout à l'heure, financier et social, c'est ça. Financier, social à tous les niveaux. Et donc, depuis quelques années déjà, on a instauré des comités de mariage sur chaque tribu, chaque communauté, et qui se doivent de ramener, faire le bilan après chaque période de mariage, de ce qui s'est fait pendant les travaux coutumiers, religieux, tout ça. Et les rapports sont ramenés au conseil de district, on regarde ensemble, et puis à partir de ces rapports-là, par exemple, on a lancé le travail de réflexion pour alléger le mariage. Alors, justement... Donc, comme c'est notre coutume, c'est une coutume vivante, et puis elle change, qu'on le veuille ou non. Et, avec un peu d'humour, les vieux dictionnaires nous disons, s'il n'y a pas de geste, le mariage, la culture risque de mourir, mais quand il y en a trop, elle risque de s'étouffer. Donc il ne faut pas éviter de couper les poils qui dépassent. Voilà, donc il faut, on va dire, jouer l'équilibre. Alors justement, cette année 2015, c'est l'année de test. Ce texte, justement, cette réforme va prendre effet en avril, justement, de cette année. Alors quels sont les principaux changements? Bon, je vais citer un peu, au niveau des horaires, c'est limité, c'est ça, pas d'alcool sur le site, bon, ça on verra. Donc les manous seront interdits. Voilà. Et donc est-ce qu'il y a autre chose qui sera justement changé au niveau de la coutume il y a aussi les horaires, parce que au final, ceux qui travaillent le plus, ce sont les vieux qui sont dans les Melekab, dans l'abri. Et donc on a conseillé de commencer le matin de bonne heure à 7h, 8h, parce que les vieux, on est très matinal. Et puis à 10h d'arrêter toute coutume. D'accord, donc 22h, on arrête. Et on recommence le lendemain. Je n'ai pas le dossier là, malheureusement, mais les quelques points que j'ai retenus, par exemple, de ne plus faire des achats au magasin, mais d'essayer d'utiliser tous les produits... tout ce qu'on a à la maison, en fait. Tout ce qu'on a à la maison, produits locaux ou que les gens contribution, et de mettre en évidence nos jeunes
les jeunes qui sortent des écoles de l'art culinaire, de les mettre en évidence et puis qu'il n'y ait pas de gaspillage. Alors, on revient à dire comme avant, on donne ce qu'on a, c'est ça? Voilà, on donne ce qu'on a. Et il y a eu des plafonds qu'on a essayé de mettre, enfin, j'ai dans la tête, par exemple, les frangines quand elles arrivent. Ben, on a proposé un plafond de 200 000 francs pour les totons et tout ça. Ne pas dépasser. Ne pas dépasser l'alcool, le manou. Les expériences dans les discours du Ouest qu'on a eu l'année dernière et puis l'année d'avant, c'est qu'en supprimant les manous, eh bien, les produits locaux sont revenus. Donc du coup là, c'est les commerçants qui vont être pas contents. Là. Oui, mais le bonheur des uns fait le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors il y a aussi donc le poids qui va disparaître. Alors vous pouvez nous expliquer un peu aux téléspectateurs qui ne comprennent pas le LIFO, c'est quoi le poids? Ben, le poids, c'est les églises. Le vieux Fao, le catéchisme rarotongia protestant qui est venu, il a pris une femme de chez nous, là-bas à Kumo, mais comme il n'avait rien, il avait juste le poids, ça veut dire une malle. Une malle vide, donc il a tiré son paletot et puis il l'a mis dans la malle, ce qu'on appelle le poids, et puis du coup, est né les poids qui atteignent à l'heure d'aujourd'hui des... En clair, c'est la part pour la famille de la fille. Ouais, voilà. Okay. Mais avant l'évangélisation, le poids, il n'existait pas. D'accord, donc on revient finalement aux habitudes d'avant. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, si les familles de Djehou, on va dire de l'IFU, ne respectent pas, on va dire, les nouvelles réformes ou ces différents changements, est-ce qu'il y aura des sanctions ou pas? Il n'y aura pas de sanctions, ce sera simplement des recommandations. Libre au Tanehulua, ça veut dire le responsable du travail, du mariage, libre à lui de suivre. Mais s'il ne veut pas suivre, il ne faut pas se plaindre après par la suite, parce que la réflexion, c'est tout le monde qui l'a. C'est tous les 3 districts, toutes les communautés de l'IFU qui ont travaillé sur ce texte. Au niveau des chefferies, les chefferies ne prennent jamais, nos décisions ne sont jamais unilatéraux. C'est toujours par consensus, par consentement. Et ça, c'est l'approbation de toute la population. Donc maintenant, s'il y a des gens qui ne respectent pas, on ne va pas leur tirer dessus à coups de mitraillette, mais ils n'auront pas respecté ce que l'ensemble on a décidé. En tout cas, chaque année, il y aura un bilan. Chaque année, il y aura un bilan pour réajuster des choses, mais ce que l'on souhaite tout simplement, c'est qu'il faut essayer de suivre. Donc là, c'est reconnu qu'au niveau de l'IFU, de Djehou, est-ce qu'au niveau du CETA coutumier ou au gouvernement, par exemple, est-ce que vous comptez faire... C'est un travail qui a été salué par tout le monde, et donc qu'on va continuer, la réflexion. Et puis, c'est vrai qu'on a peur du changement. C'est vrai. C'est vrai que ce n'est pas évident de changer, mais il faut le faire parce que c'est nécessaire. Alors, quand on a peur de changer, on n'a pas foi en nous-mêmes, foi en notre culture, on n'a pas foi en Dieu. Donc il ne faut pas avoir peur du changement. Quand on relit toute la vie traditionnelle, les vieux n'ont pas eu de changement. Il y a eu un moment où ils se sont arrêtés, ils ont réfléchi et puis ils ont pris la décision. Et, par exemple, la polygamie et tout ça. Voilà. Alors, petite précision, cette réforme prend effet au mois d'avril, mais pour les familles qui ont justement calé des mariages avant le mois d'avril, est-ce que ça... Ça va être pour tout le monde. Les mariages qui se sont inscrits assez fraîchement, et puis ceux qui sont inscrits depuis l'année dernière, c'est pour toute la population. D'accord. Alors, pour vraiment terminer cet entretien, puisque nous arrivons à la fin, on peut en discuter pendant des heures, est-ce que vous avez un message à passer aux familles de l'IFU, aux Calédoniens qui nous regardent aujourd'hui? À chaque fois, que ce soit au niveau de la politique, de la coutume ou de la religion, mais quand il y a des choses, c'est particulier à l'être humain d'avoir peur du changement. Mais seulement nous, dans les îles, et puis normalement, quand on est coutumier, on n'a pas peur du changement, puis il faut relever les défis. Et donc, j'encourage tous les gens qui vont se marier, les jeunes à se marier, à essayer de suivre les recommandations que nous avons été faites, parce qu'elles n'ont pas été prises à la légère. On a mis quand même 2 ans et demi pour amener les réflexions à terme. Voilà, c'est sur ces mots que se finit cet entretien. Donc, grand chef Pascal Sihazé, merci d'être venu, avoir répondu justement à notre invitation.
Allez, on passe tout de suite à l'agenda du pays. Salut Anna. Salut Élise. Alors, on commence par parler sport, si tu veux bien. Alors, on va du côté de Koné avec un club qui propose donc de s'initier au Muay Thai. Donc, le club, il s'appelle le club Muay Thai Waik, voilà, pour le nom. Et donc, pour les enfants, ça se passe de 17 à 18 heures, les lundis et mercredis. Et pour les adultes, eh bien, c'est les lundis et jeudis de 18h15 à 20h15. Alors, tous les cours ont lieu donc à la salle polyvalente de Koné. Si ça vous intéresse, si vous voulez avoir plus d'infos, vous pouvez appeler le 74 09 24. Voilà, d'ailleurs, pour ceux qui ont justement suivi, la semaine dernière, dans la quotidienne de notre rubrique C'est Sport, on en avait parlé avec Jamie Waymo. Donc voilà, il fallait suivre la chronique C'est Sport. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas pu le faire, donc voilà un petit rappel. Hein, si vous êtes sportif, si vous voulez faire du sport, découvrir un peu ce que c'est. Voilà. Vous pouvez appeler. Et puis de Koné, maintenant, on va un peu parler culture, hein, avec le fameux chèque culture qu'on avait beaucoup parlé l'année dernière. Oui, c'est vrai que c'est chèque culture qui permettent justement aux jeunes de bénéficier d'entrées gratuites au spectacle de leur choix. C'est bien ça. Tu as une bonne mémoire, Élise. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on rappelle, hein, peut-être que le chéquier il est délivré aux jeunes qui ont entre 12 et 25 ans. Il suffit de s'inscrire à la médiathèque de l'Ouest de Koné. Et ensuite, voilà, on se renseigne auprès du personnel. C'est eux qui font un peu les démarches et qui distribuent ce fameux chéquier. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce chéquier? Ça permet justement d'assister gratuitement à 4 spectacles. Et puis, donc, des spectacles qui sont présentés justement au sein du complexe culturel de Koné. Et attention toutefois, on n'a droit qu'à un chéquier par an. Donc, voilà, on ne triche pas. Voilà, alors est-ce que tu peux nous donner un numéro de téléphone pour les jeunes qui seraient justement intéressés par ce chèque culture? Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez contacter la médiathèque de l'Ouest au 47 20 65. Et on va rappeler quand même que cette année, eh bien, c'est la 3e édition de cette opération chèque culture. Voilà, et bien ça prouve que les jeunes apprécient les spectacles et puis c'est tant mieux pour notre culture, pour les spectacles. Profitons-en. Voilà, donc et de Pointe-Dimier, plutôt de Koné, on va à Pointe-Dimier. Voilà. Je suis trop pressée d'aller à Pointe-Dimier. Voilà, donc on traverse, on va du côté de Pointe-Dimier avec cette fois le CMEA Poirawaro, donc qui organise un stage de BAFA. Donc, du 21 au 28 mars. Alors, ce stage il aura lieu sur la commune de Wailou. Ça se passera en internat. Si ça vous intéresse, eh bien, vous pouvez contacter l'association au 47 14 71. Et j'avais oublié de dire la date. C'est pour les inscriptions, c'est jusqu'au mercredi 18 mars. Donc, voilà, pensez à vous inscrire. Et puis, si vous êtes dans la région de Pointe-Dimier, vous pouvez tout simplement aller au local de l'association qui se situe donc à la tribu de Thiers à Pointe-Dimier. Voilà, et pour terminer, on s'intéresse à une formation concernant les oiseaux du Caillou. Oui, alors une formation pour apprendre justement pour compter les oiseaux et apprendre à les reconnaître surtout. Formation donc organisée par la Société d'ornithologie calédonienne et ce sont des bénévoles donc ceux qui sont intéressés qui pourront suivre ces formations et ça sera du coup réparti sur 4 sessions qui seront réparties à partir du mois d'avril jusqu'en septembre. Donc, si ça vous intéresse, vous aimez les oiseaux, vous voulez apprendre à les reconnaître et à les protéger, vous pouvez contacter donc le SCO au 23 33 42 et vous avez jusqu'au 27 mars pour vous inscrire si vous êtes intéressé. Voilà, donc merci pour ces informations. Et puis, on te retrouve demain pour l'agenda Le Fin Bon. Et justement, ta chronique, on s'occupe de vous. Avec plaisir, à demain. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique C'est Sport. Bonjour Jamie, on parle de pétanque aujourd'hui, une discipline qui séduit de plus en plus et clair. qui est en phase de changer de statut. Voilà, bonjour Elise quand même. Et puis bonjour à tous. Longtemps considéré comme un loisir plutôt rural et réservé au 3e âge, avec tout le respect que j'ai pour cette tranche d'âge, la pétanque séduit aujourd'hui de plus en plus de jeunes actifs et envahit les grandes communes du pays. C'en est fini l'image du bouliste retraité bedonnant qui tourne
à l'EPO, qui est bien sûr ce fameux mélange d'eau, pastis et olive. Aujourd'hui, la pétanque en Nouvelle-Calédonie est passée de sport détente à sport tout court, et puis même sport compétition, une discipline séduisante qui connaît une constante évolution durant ces dernières années. La dernière performance en date, c'est la surprise durant la Calédonienne de pétanque. Fabrice Toropé et Michou Paouro s'étaient imposés dans l'épreuve de doublette au nez et à la barbe des 114 équipes engagées, et notamment face à Dylan Rocher. Dylan Rocher, une grande pointure de la pétanque en métropole, et on l'a surnommé, on le considère plutôt comme le prodige de la pétanque française. Ce n'est pas n'importe qui. Félicitations au Kagou. Voilà, donc une belle performance qui témoigne de l'évolution justement du niveau en Calédonie. Oui, en effet, Élise. Et puis chaque année, il faut dire que tout est mis en œuvre pour que la discipline évolue. C'est le cas encore une fois de la pétanque, de la Calédonienne de pétanque. Depuis 3 ans maintenant, cette compétition fait venir des grands champions internationaux. Cette année, 4 grandes pointures ont fait honneur de leur présence. Le champion du monde, Claudie Weibel, le Belge, Damien Huro, un Français, l'un des meilleurs tireurs du monde, Stéphane Robineau, qui est le champion de France actuel, et puis enfin Dylan Rocher, la perle française de la pétanque, qui a constaté la belle progression de la pétanque locale. C'est vrai que le pays fait venir justement de gros noms. Oui. Cela permet de progresser, ça c'est clair. On l'a toujours dit dans ces sports, la compétition permet de progresser. Mais est-ce qu'il ne devrait pas aussi envoyer justement des joueurs pour participer à des compétitions à l'extérieur? Je suis tout à fait d'accord avec toi, Élise. Alors chaque année, des Calédoniens participent à des compétitions internationales qui le plus souvent se déroulent sur Tahiti ou en métropole, notamment pour les championnats de France. Mais la plus belle façon de démontrer une marge de progression, c'est la participation dans une compétition de renommée internationale. Participer à une Coupe du Monde, par exemple. En janvier dernier, il s'était rendu dans la ville de Nice. C'était un Calédonien, c'est Alcide Leroy. Donc il était parti en métropole pour affronter la crème de la pétanque française. Donc c'était Alcide Leroy, c'est un joueur licencié au club de Koumak. C'est le premier Calédonien à avoir participé à une Coupe du Monde. Alors est-ce que c'est possible ça ? C'est tout à fait possible, le plus réalisable. C'est ce qu'a fait Alcide Leroy, et en participant à ces Coupes du Monde, il montre que c'est possible, et il ouvre aussi un beau petit chemin pour les Calédoniens, et puis une belle perspective pour la jeunesse qui arrive derrière. Donc c'est le premier Calédonien à avoir participé à une Coupe du Monde, et puis il s'était rendu dans la ville de Nice, en métropole, pour rivaliser avec les meilleurs. Le pensionnaire et président du club de Koumak s'était incliné en demi-finale du tournoi secondaire. Je dirais là que c'est une belle motivation pour les boulistes du pays. Aurélie Chiron, on a rencontré quelques-uns. Je vous propose ce reportage sur la pétanque version calédonienne. Ce club a été créé l'année dernière, donc c'est tout récent, le 26 juin 2014. On est 18 en tout, donc 14 hommes plus 4 femmes licenciées. C'est une passion, donc c'est un sport aussi reconnu comme toutes les autres disciplines. Donc je dirais qu'à notre niveau déjà, on a passé un temps dans le foot, donc maintenant, avec l'âge, donc on préfère rester dans la pétanque, puisque voilà, on ne dépense plus que beaucoup d'énergie comme dans les autres sports. La pétanque, j'ai commencé en métropole, il y a 25 ans à peu près, 25 ans. Et là, avec le club, ça fait 4 ans que je joue avec eux, mais avant, on jouait déjà entre copains, tu vois. Donc ça fait bien 7-8 ans déjà. Alors le jeu consiste à, je prends par exemple une équipe doublette. Donc une équipe doublette, c'est composée d'un tireur et puis d'un placeur. Et le placeur, son objectif à lui, c'est d'approcher le plus possible au cochonnet. Le cochonnet, c'est le petit cochon là qu'on lance. Voilà. Donc, et puis le tireur, lui, c'est si l'adversaire place mieux que son placeur, son rôle à lui, c'est de tirer, d'enlever la boule de l'adversaire. Je suis plutôt placeur. Et ça m'arrive de tirer de temps en temps. Voilà.
En général, tu tires toujours debout, hein, tu tires toujours debout. Maintenant, il y a des pointeurs qui pointent assis. Moi, je n'arrive pas à pointer assis. Je suis toujours debout pour pointer. Tu vois, chacun son truc. Il y en a qui préfèrent s'asseoir accroupi, hein, pas assis, hein, accroupi pour pointer. Ça leur permet de voir le terrain, le relief du terrain quand tu es accroupi. Tu le vois mieux. Voilà. Alors moi j'ai des grosses boules, j'ai des boules que j'ai ramenées de métropole, donc c'est des boules qui ont 25 ans, tu vois, et c'est un gros diamètre. Donc je préfère jouer avec celle-là qu'avec des petites boules. Parce que tu les as mis en main, tout simplement. Pour définir le gagnant, c'est un match qui se joue, qui se gagne à 13 points. Donc le premier qui arrive à 13 points, c'est le gagnant, c'est celui qui sort vainqueur. Au niveau des terrains, ça se joue sur n'importe quel terrain. Vous pouvez avoir un terrain en terre ou bien goudronné, enfin avec un peu du goudron dessus, des gravillons. Même un terrain caillouteux ou du sable. Voilà, donc il n'y a pas vraiment... Par contre, ce terrain, c'est cadré. Enfin, je veux dire, c'est délimité. 3 mètres sur un terrain, 3 mètres de large et sur 15 mètres de long. Voilà. La distance entre le joueur et le cochonnet, minimum 6 mètres et maximum 10 mètres. Un bon tireur, son but, c'est d'enlever la boule de l'adversaire, qui est tout près du cochonnet. Vous demandez un bon tireur, c'est celui qui fait des carreaux. Alors les carreaux, quand il tire, il reste sur la place de la boule de l'adversaire. Ça, c'est un carreau, on appelle ça des carreaux. Donc moi, je dirais un bon tireur, c'est celui qui fait des carreaux la plupart du match. Pour faire un carreau, il faut que tu arrives à donner un petit peu d'effet dans ta boule. Quand tu vas la lancer, il faut que tu la fasses un peu pivoter dans la main, tu vois. Tu donnes un coup de poignet, ta boule, elle part un petit peu en vrille, si tu veux, elle tourne. Et puis à ce moment-là, si tu touches, ta boule, comme elle tourne, hop, ça lui permet de rester. Voilà. Le meilleur placeur, on va dire toujours la meilleure boule placée, c'est celle qui se place devant le cochonnet. C'est pour éviter à l'adversaire aussi d'approcher au cochonnet. Donc le plus souvent, c'est ça qu'on demande au placeur, de placer devant le cochonnet. Au niveau des compétitions, donc c'est surtout les compétitions qu'organise la Ligue de pétanque. Donc c'est surtout ça. Donc on a la compétition tête-à-tête au niveau des hommes, aussi bien des femmes. Ensuite il y a doublette. Ensuite il y a triplette. Alors la triplette, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça se joue à 3. Donc le premier, il est placeur à 100%. Le deuxième, on va dire qu'il est polyvalent, il est placeur et en même temps tireur. Et puis le troisième, on va dire, c'est le bon tireur. Ce qui me plaît beaucoup, c'est se faire des amis, connaître un peu tout le monde dans le monde de la pétanque. C'est ça qui me... et puis se partager avec les camarades, que ce soit du coin ou des autres clubs. Voilà. Ce que j'apprécie, c'est de se retrouver entre copains déjà dans un premier temps. Et puis c'est des parties intéressantes des fois que l'on joue. Voilà. Je vais amener le cochonnet ici pour 3 points. Bien. Non, 1 point. 1 point. Alors, hein?
Voilà, un reportage signé Aurélie Chiron sur la pétanque, une discipline qui bouge, qui a déjà fait sa rentrée le week-end dernier avec la traditionnelle coupe d'ouverture qui s'est déroulée sur Boulari. Il faut savoir que chaque saison, différents championnats sont organisés par les différents clubs du pays qualificatifs pour les championnats de France. Je parle bien sûr de ces différentes compétitions. Donc qualificatifs pour les championnats de France et la Coupe des Dom-Tom, notamment en triplette homme, tête-à-tête homme, doublette homme, dame et doublette mixte. Alors en 2013, le président Jean-Christian Lerandy parlait d'une création d'une nouvelle compétition destinée aux jeunes, alors le Challenge Réunion. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Alors pour des raisons de financement, Élise, ce challenge n'a pu se mettre en place tout simplement parce que déjà il y a eu la suppression de la ligne directe et puis voilà, il fallait pouvoir subvenir aux besoins financiers et puis donc ils n'ont pas pu récolter les fonds nécessaires pour mettre en place cette discipline. Donc voilà, mais ça n'a pas, c'est vrai que ça n'a pas arrangé l'affaire, mais cette politique de vouloir mettre en place ce souhait de vouloir mettre en place un nouveau challenge pour les jeunes s'inscrivait dans le cadre d'une politique de développement de la jeunesse, de la relève, assurer l'arrière-garde. La Ligue a fait une priorité. Et puis d'ailleurs, 2015 verra la création d'une école de pétanque. L'ouverture prévue en juin 2015 fera de cette école la seule structure du genre dans le pays. Objectif, enseigner les règles de la pétanque, faire découvrir et puis aussi proposer des initiations. Il faut savoir que cette école, même si elle porte le nom d'école de pétanque, ne fonctionnera pas comme les autres écoles dans le domaine du sport, comme les écoles de foot ou les écoles de tennis, où les élèves bénéficient, vont à l'école le matin et ensuite l'après-midi vont à l'entraînement. Non, là, ce ne sera pas le cas. Ce sera pour d'abord lancer le projet pour qu'ils puissent prendre forme et puis s'asseoir un peu et s'inscrire dans la durée. La Ligue prévoit juste des entraînements le samedi matin de 8h à 11h, donc pour les licenciés et puis aussi pour les non-licenciés. Et puis cette année, Élise, le projet de cette école sera de créer un pôle espoir, donc former des juniors afin de les encadrer durant la période transitoire dans la catégorie senior. Tu sais, cette petite période où on appelle ça une période de battement, où de junior tu passes en senior, tu sais, tu as 2 ou 3 ans où t'es senior, mais tu ne peux pas jouer parce que tu as encore les grands frères qui sont là. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que la plupart des disciplines, ils perdent leurs licenciés durant cette période-là parce que les jeunes se découragent. Ils n'ont pas encore, ils ont envie de jouer tout simplement, mais quand ils voient qu'ils ne peuvent pas jouer parce qu'il y a encore les anciens qui sont là, les personnes, ils se découragent et vont dans les autres disciplines. Donc du coup, l'objectif de cette école, c'est de garder ces jeunes-là et puis de trouver, bien les suivre et puis de monter une petite sélection, une petite équipe entre ces jeunes-là et puis pour qu'ils puissent côtoyer les grands frères et puis prendre de la graine, comme on dit. Alors, quels sont les échanges pour terminer en 2015 Alors, il y a la Coupe du monde de pétanque qui est prévue ici en Nouvelle-Calédonie. Près de 15 pays sont attendus. Les 5 continents se sont donné rendez-vous à l'Arène du Sud de Païta en novembre prochain. Ce sera une grande compétition, une grande première. Donc, vous l'avez compris, que la compétition se déroulera dans la salle. Et puis, peut-être que, on ne sait pas, Alcide Leroy pourra s'illustrer à domicile. Il faut savoir que dans la pétanque, tout est permis. Et puis, comme le dit ce fameux proverbe, ce fameux dicton chez les bouddhistes, ce fameux dicton qui dit « Le champion d'un jour n'est pas le champion de toujours ». Voilà, c'est sur ce dicton qu'on se quitte. Merci Jamie, on te retrouve vendredi. Vendredi avec plaisir, Élise. Et puis, merci à tous. Allez, on retrouve la science et nous avec Mara. Salut Mara. Salut Élise, salut à tous. C'est tout sauf un phénomène de science-fiction. Pourtant, il y a de quoi douter quand on voit les résultats qu'on obtient avec cette technologie de pointe. Une technologie qui d'ailleurs se démocratise avec de plus en plus d'imprimantes 3D destinées au grand public. De nouveau, nous parlerons au cours de cette chronique des incroyables prouesses de l'impression 3D. C'est vrai que cette technologie est assez incroyable. Et puis en plus des domaines d'application, les domaines d'application plutôt semblent infinis, non? Oui, voilà, c'est un des aspects d'ailleurs les plus impressionnants avec l'impression 3D. Plus on avance et plus on se rend compte que ça permet de quasiment
tout faire, hein. C'est un vrai bouleversement dans nos façons de concevoir la production et la consommation, à tel point d'ailleurs que le magazine de référence américain The Economist n'a pas hésité à qualifier cette technologie de troisième révolution industrielle. C'est vrai qu'il y a de quoi, hein. Ça change vraiment tout, c'est énorme, hein. On va dire ces avancées pour nos sociétés et puis dans plein de domaines d'ailleurs. Bien sûr, alors on verra tout de même au cours de cette chronique que ce n'est pas non plus tout rose, ce n'est pas non plus sans risque, il y a des questions qui divisent les opinions tout de même. Mais ce qui est sûr, c'est que l'impression 3D apporte énormément d'avantages et d'innovations. Dans le domaine de la médecine, notamment, elle a déjà permis de reproduire un crâne qui a été implanté à une patiente aux Pays-Bas. En fait, elle avait une maladie, en fait, son crâne s'épaississait et comprimait son cerveau. Donc, en fait, les chirurgiens ont remplacé une partie de son crâne par un crâne imprimé en 3D. Ça a aussi permis d'imprimer une vertèbre, on en avait parlé au cours de cette chronique, une vertèbre qui était destinée à un enfant en Chine. Ça a permis aussi de fabriquer des prothèses en tout genre, des prothèses dentaires, des prothèses auditives, également des prothèses de la main. Et en plus, ces prothèses, on va dire, sont on va dire, impeccables et puis ils vont parfaitement bien aux patients puisqu'elles sont faites sur mesure. Et oui, exactement. Elles sont imprimées à partir d'un scanner du patient, donc exactement à l'identique de l'original. Et ça s'adapte, comme tu le disais, parfaitement au corps du patient. Il n'a pas besoin de faire plusieurs ajustements. C'est bon tout de suite directement et ça va également beaucoup plus vite à la fabrication. Ça devrait être également beaucoup moins cher aussi à terme. On en a déjà vu l'exemple avec les prothèses de main qui ont été présentées au CES de Las Vegas de cette année. Oui, on l'avait vu la dernière fois, en effet, la technologie, on va dire, portable. Oui. Et est-ce qu'il y a justement d'autres projets en cours dans les domaines de la médecine, justement? Alors, la prochaine grande avancée, qui est à l'étude d'ailleurs actuellement, c'est la possibilité d'utiliser des cellules souches comme matière à imprimer. Donc, de pouvoir peut-être à l'avenir imprimer des organes humains sur mesure destinés à la transplantation. Bon, alors, ce n'est pas encore gagné, puisque la recherche sur les cellules souches est surveillée de très près par la législation française. C'est vrai que c'est un sujet, on va dire, assez délicat, pas toujours, on va dire, facile de faire avancer les recherches, tout en restant justement éthique et sans heurter la morale. Exactement. Mais la médecine n'est pas seulement, on va dire, le seul domaine d'application prometteur pour l'impression 3D. Ah non, loin de là, on le disait tout à l'heure, tous les secteurs ou presque sont concernés. La NASA compte beaucoup dessus pour, par exemple, pouvoir imprimer des pièces de rechange directement dans l'espace en cas de défaillance ou encore pour imprimer de la nourriture. Alors il y en a même qui pensent que les imprimantes 3D pourraient mettre un terme à la faim dans le monde. Quoi qu'il en soit, l'impression 3D alimentaire est en marche. On regarde ça. Notre nourriture sera-t-elle un jour le produit d'une imprimante 3D? Une compagnie catalane à Barcelone se prépare à commercialiser la première imprimante 3D alimentaire qui utilise des ingrédients frais comme matière première. Cuisiner un gâteau en forme de flocon de neige ou créer des raviolis personnalisés, l'impression 3D alimentaire pourrait dans un futur proche devenir aussi commune que le micro-ondes ou le mixeur. L'imprimante appelée Foodini utilise des capsules qui permettent d'insérer des produits frais et préparés. Ces capsules en inox peuvent être lavées et réutilisées autant que nécessaire. Un écran tactile permet de programmer la machine. Connectée à votre réseau Wi-Fi, l'imprimante peut également être pilotée par ordinateur, tablette ou smartphone. Voici la première version de notre imprimante 3D pour aliments. Tout simplement, la machine prend les ingrédients, produit le modèle. Si on veut aller plus loin et créer des choses, comme on a pu voir dans le 5e élément de Luc Besson ou la série Star Trek, et donc dire à la machine ce qu'on veut avec peu d'ingrédients, cela va prendre encore quelques années. Actuellement, on a une approche bien plus simple avec des ingrédients de base, comme la farine et l'eau, mais éventuellement on y arrivera. La nourriture peut être imprimée sous n'importe quelle forme et n'importe quelle taille, de 1,5 mm jusqu'à plusieurs centimètres pour une tartelette. Les capsules s'adaptent sur des bus de plusieurs tailles et de plusieurs formes selon la texture. Le temps d'impression dépend de la texture des ingrédients, de la recette et de la complexité de la forme. Les cuisiniers traditionnels voient cette technologie d'un mauvais œil. Je pense que le problème de cette technologie, c'est qu'il faut manipuler les ingrédients. Quand nous, artisans, nous manipulons les ingrédients, nous manipulons aussi la saveur. Donc je pense qu'on n'obtiendra jamais la même chose qu'un plat préparé à la main. Yo creo que nunca conseguirás el mismo producto que si sale de la tierra, lo preparas y lo cocinas. Il semble certain que cette technologie, qu'elle soit adoptée ou non, ne remplacera jamais la cuisine traditionnelle.
Non, en effet, ça ne pourrait jamais remplacer la cuisine traditionnelle. Mais dans certains cas, elle pourrait justement quand même être une grande aide. Et oui, ça, on est obligé de le reconnaître, c'est clair. Bon, j'avoue que ça va être difficile pour les puristes et les amateurs de bonne cuisine de l'accepter. Mais on va s'efforcer quand même de parler de ce que ça pourrait changer en bien dans notre alimentation. Alors, les chercheurs du monde entier travaillent à ce que cette nouvelle technologie contribue à nous offrir une meilleure nutrition. Donc, mais en quoi est-ce que ça va améliorer justement notre manière, notre façon de manger? Alors, le sujet a été abordé lors de la première conférence sur l'impression 3D alimentaire qui a eu lieu en décembre dernier en Belgique. Pensons par exemple aux seniors. Les seniors, ils ont souvent des problèmes de mastication ou de déglutition et du coup, ils sont obligés de manger leurs aliments en purée, ce qui n'est pas très appétissant, n'est-ce pas? Donc du coup, ce qui se passe, c'est que les personnes âgées ne se nourrissent souvent pas assez et ont donc des soucis de santé supplémentaires. Et ça serait plus appétissant si on mange, on va dire, si c'était imprimé en 3D? Alors, pas sûr. En tout cas, c'est expérimenté pour l'instant dans des maisons de retraite en Allemagne. Je suis d'accord avec toi, on attend les résultats des expérimentations. Mais pour l'instant, des légumes sont imprimés à base de purée, donc le résultat est que ce sont des légumes qui sont plus tendres, mais qui conservent quand même leur forme grâce à un agent gélifiant. Donc, c'est peut-être quelque chose de bien. Autre atout potentiel de cette technologie, la possibilité d'adopter une nutrition personnalisée en fonction de nos besoins. L'impression 3D permet de fournir des dosages exacts. Donc on peut très bien imaginer qu'à chaque repas, nos besoins seraient diagnostiqués et puis nos repas seraient programmés et dosés en temps réel en fonction des résultats du diagnostic. C'est vrai que j'avais pas pensé comme ça, mais ça pourrait être pratique pour, tu le disais, pour les personnes diabétiques, pour les enfants, les athlètes ou encore, les personnes malades. Voilà, les personnes malades ou les personnes âgées. C'est clair qu'on pense tout de suite à l'aspect, à la forme, aux choses incroyables qu'on peut construire comme ça. Mais ça pourrait être également très utile en termes de contenu, de teneur en vitamines. Et puis, ça pourrait bien nous aider aussi à l'avenir. Si notre alimentation se compose, comme ce qui se dit, d'insectes et d'algues, peut-être que cette technologie nous permettrait d'avoir des textures et des aspects qui nous paraîtraient plus agréables. Ça serait peut-être plus facile à manger qu'une sauterelle entière, je veux dire. En tout cas, ça pourrait faire passer justement la pilule. Là, je préfère manger, une pilule qu'un cafard, voilà. Mais c'est un peu dur, imaginez quand même. Oui, j'avoue, mais il y a de grandes chances quand même que l'alimentation du futur se présente de cette façon, sans faire disparaître, bien entendu, la cuisine traditionnelle, c'est impossible, mais tout de même, il faut s'y faire. Une grande partie de ce qu'on mangera dans les prochaines années sera très certainement imprimé en 3D, pas que d'ailleurs ce qu'on mangera, vous l'aurez compris. Nos vêtements, nos voitures, nos maisons. Exactement, tout. L'industrie automobile est loin d'être en reste. La première voiture conçue via une imprimante 3D a vu le jour il y a déjà 2 ans. De nombreux éléments de la carrosserie, de l'habitacle et du tableau de bord avaient été imprimés en 3D. Et plus récemment, un constructeur américain a battu le record de vitesse en imprimant en moins de 48 heures la quarantaine de pièces qui compose en fait le châssis de Stratti, une petite voiture biplace que je vous propose de découvrir à travers ce reportage. C'est parti. Il n'y a pas de domaine qui semble épargné par la révolution de l'impression 3D. Des organes aux pièces d'avion, rien ne semble impossible à cette technologie. Pas étonnant dès lors qu'un constructeur automobile de Détroit dans l'État américain du Michigan annonce la sortie d'ici la fin de l'année d'une voiture entièrement créée par une imprimante 3D. Une démonstration avait d'ailleurs été faite lors du salon automobile de Détroit. Cette voiturette 2 places pourrait rouler jusqu'à 40 km/h. Il nous faut aujourd'hui environ 44 heures pour construire un véhicule par production numérique. Nous espérons, d'ici la fin de l'année, nous rapprocher des 24 heures. Puis nous espérons ensuite pouvoir descendre encore jusqu'à environ 10-12 heures. La voiture imprimée, en tout cas ce modèle, est faite de 212 couches de matière pour un poids total d'environ 800 kg. Baptisée Stratti, elle vise un marché ultra-urbain. Le constructeur annonce une durée de vie d'au moins 5 ans.
Si vous la laissez en permanence dehors, par tous les temps, vous pourrez probablement l'utiliser 5 ou 6 ans. Si vous avez un garage et l'utilisez comme n'importe quelle voiture, alors elle durera bien plus longtemps, elle est entièrement recyclable. Et donc la bonne nouvelle, c'est que pendant sa vie, si elle est usée, endommagée ou autre, on peut enlever la partie concernée, la recycler et la remplacer, et vous avez un véhicule comme neuf. Reste la question que vous vous posez tous. Une voiture imprimée, combien ça coûte? Réponse, entre 15 000 et 25 000 euros. Bon, 15 000 euros, ça fait un peu cher pour moi, Marin, mais du coup, si l'impression 3D se démocratise, on pourra on va dire, nous-mêmes imprimer nos voitures, nos maisons. Alors justement, tu soulèves un point qui est intéressant, hein, si on a le matériel pour, en effet, qu'est-ce qui pourrait bien nous en empêcher? Donc il y a des dérives possibles avec l'impression 3D, avec tous les avantages que ça nous apporte, ça soulève aussi pas mal de problématiques, surtout en ce qui concerne la propriété intellectuelle et industrielle. Bon, c'est vrai qu'il risque d'y avoir une explosion de contrefaçons, ça serait tellement facile. Hein. Ben oui, déjà hein, actuellement, avec un scanner couplé à une imprimante 3D, on peut reproduire des objets à la maison et ce sans aucune entrave. Alors il va falloir que la législation bien entendu évolue pour encadrer ces pratiques, c'est clair. Mais au-delà des questions de droit, ce qui inquiète le plus les experts, c'est la nature et la dangerosité potentielle des objets imprimés en 3D. C'est vrai que pour fabriquer on va dire, des bombes ou des armes, on aura juste besoin voilà, d'un fichier imprimé et puis tout le monde pourra le faire, quoi. C'est dangereux. Ben oui, ça a été mis en évidence d'ailleurs hein, par un jeune Américain qui avait affolé tout le monde en fait en 2012 quand il a présenté son association dont le but était tout simplement de développer et de publier des fichiers afin d'imprimer à domicile des armes, des pistolets, des fusils d'assaut. Mais bien sûr, en plus des armes intraçables, ce serait incontrôlable. Et voilà, donc ça vous donne un petit aperçu hein, des risques qui sont liés au progrès de la technologie. En tout cas, ça donne des frissons. Hein. Alors, on n'arrête pas de parler de terrorisme. Sinon, on revient à l'ancienne, hein, plus de technologie, puis on se débrouille avec ce qu'on a. Hein. C'est mieux. Bah oui, écoute, pourquoi pas, mais avec le nombre d'habitants de la Terre qui ne cesse d'augmenter, je ne pense pas que ce soit possible, malheureusement. Bon, on verra une prochaine fois, on en reparlera. Merci, Mara. Merci à toi, Élise, merci à tous. Allez, on retrouve Chloé pour notre rubrique Demander le programme. Salut Chloé. Salut Lise, salut à tous. Alors la première sortie ciné dont on va parler aujourd'hui s'intitule Projet Almana. C'est donc un film de science-fiction réalisé par Dean Israelite qui signe là son premier long métrage avec pour héros 4 adolescents qui vont faire une découverte qui va changer leur vie. Allez les jeunes, roulez place à l'aventure. Alors de quoi ça parle? Quelle découverte vont-ils faire? Alors ils vont découvrir les plans d'une machine à voyager dans le temps qu'ils vont pouvoir réussir à construire et donc une machine aux possibilités infinies, mais aux conséquences parfois irréversibles. Alors le voyage dans le temps, c'est un thème qui a été maintes et maintes fois utilisé dans le cinéma de science-fiction. Comme dans Projet Almanac, certains personnages de films ont parfois la possibilité de modifier le cours de leur existence. On l'a vu dans des films comme L'Effet Papillon avec Ashton Kutcher, Edge of Tomorrow avec Tom Cruise, Monsieur Nobody, sorti en 2009, et encore plein d'autres. Oui, ça me rappelle, tiens, Retour vers le futur 1 et 2, Dr. Doc. Tout à fait. Je ne sais plus comment il s'appelle. Marty, voilà. Tout à fait. D'ailleurs, tu fais bien de faire référence à ce film, hein, le rapprochement avec les films de cette époque, puisque effectivement, en plus d'avoir été inspiré par des films de science-fiction traitant du voyage dans le temps, Dean Israelite, le réalisateur, avoue avoir voulu faire un film sur la jeunesse, à l'image de certains films des années 80, comme par exemple Les Goonies, ou encore Risky Business avec Tom Cruise en 84, quand il était jeune et beau. Et voilà, c'est cette atmosphère-là qu'il a influencé pour réaliser ce film. Et donc tu disais qu'il s'agissait du premier long métrage de ce réalisateur, donc Dean Israelite, donc il n'est pas très connu. Non, effectivement, jusque-là, le cinéaste était plus réputé pour ses courts-métrages. Alors pour la petite info, c'est le cousin de Jonathan Liebsman, lui-même réalisateur de la nouvelle adaptation sur grand écran des Tortues Ninja. On peut noter aussi que ces deux films sont produits par Michael Bay. Donc
pour la petite anecdote, un petit clin d'œil d'ailleurs a été fait dans le film Les Tortues Ninja de Liebsman sorti l'année dernière. Si vous avez l'occasion de voir ou de revoir ce film, vous remarquerez que dans la scène où Shredder et son équipe viennent juste de kidnapper les Tortues Ninja, et ben, ils passent en voiture devant un grand panneau d'affichage publicitaire sur lequel figure justement l'affiche de ce film Projet Almana. Bah oui, entre causes, c'est normal. Hein. Tiens, tu en as d'autres anecdotes, un petit clin d'œil comme ça qui apparaissent dans le film? Oui, Élise. Alors rassurez-vous, il n'y a pas de spoiler. Simplement, si vous connaissez la référence, vous y serez peut-être attentif quand vous verrez le film. Mais il y a une scène dans laquelle l'un des personnages regarde à la télévision l'excellente aventure de Bill et Ted, qui est une comédie de science-fiction américaine sortie en 89, ce qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure d'ailleurs, avec notamment Keanu Reeves et qui met également en scène des adolescents qui voyagent dans le temps. D'accord, c'est noté, on fera attention hein, si on va voir ce film. Ça me fait penser aussi à Scary Movie où il y a plein de scènes comme ça, d'autres films qui apparaissent dans le film, c'est génial. Des références alors, à d'autres films. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ce projet Almanach? Alors, on retrouve dans le film le format found footage. On en a déjà parlé dans cette chronique. Found footage traduisait littéralement enregistrement trouvé. C'est donc un genre cinématographique qui utilise le procédé de caméra subjective ou caméra embarquée si vous préférez. D'ailleurs, certains acteurs du film ont véritablement eu la possibilité de tourner eux-mêmes quelques scènes, de filmer eux-mêmes quelques scènes. Donc c'est un procédé qui est utilisé souvent dans les films d'horreur, le cinéma d'horreur. Il a d'ailleurs été popularisé par le succès du projet Blair Witch, sorti en 99. Et on retrouve également ce procédé dans des films plus récents, comme par exemple Paranormal Activity, sorti en 2009. D'ailleurs, pour info, il semble que les deux scénaristes de Projet Almanach, qui s'appellent Jason Pagan et Andrew Stark, soient très attachés au genre du found footage, justement, car les deux hommes se sont attelés au script du prochain volet de Paranormal Activity, The Ghost Dimension, qui devrait sortir en salle à la fin de cette année. C'est vrai que cette manière de filmer donne un peu, on va dire, une dimension un peu plus réaliste. Tout à fait, c'est tout à fait ça, Élise. D'ailleurs, pour plus de réalisme encore, le réalisateur a laissé ces jeunes acteurs improviser les dialogues pour la plupart des scènes. Tellement de réalisme qu'à l'origine aussi, de vraies images avaient été utilisées. Vous pouvez les voir d'ailleurs furtivement dans l'ancienne bande-annonce. Il s'agit d'un crash d'avion, celui d'un Boeing B-52 qui s'était écrasé au cours d'un vol d'entraînement sur une base aérienne aux États-Unis. C'était en 1994. Donc ces images avaient été largement relayées par les journaux télévisés à l'époque. Et suite à de nombreuses critiques, Michael Bay a d'ailleurs dû présenter ses excuses aux familles des victimes pour avoir utilisé ces images réelles. Et la scène a donc été coupée, remplacée par une autre. Bon, il y a encore plein d'anecdotes dont on pourrait parler, mais là on passerait la journée. Donc sans plus attendre, je vous propose de regarder la bande-annonce, c'est tout de suite. C'est l'anniversaire de mes 7 ans. C'était quoi ça? Tenez, regardez ça. Juste là, regardez le miroir. Non, ça se peut pas. Ce mec-là, c'est moi. Vous avez entendu? Ça vient de l'atelier de mon père. Mais c'est quoi ce truc? Prototype de déplacement temporel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire voyage dans le temps. Vous devrez la construire. Vous êtes dingue, on peut pas construire une machine à remonter le temps. T'as vu la vidéo? On a déjà dû la fabriquer. On a réussi! On est hier! Tu crois qu'on peut aller en prison pour avoir triché au loto? Vous n'avez que 5 numéros sur 6. Tu vas retourner dans le passé et rejouer! Je vais pas gagner 2 fois de suite le gros lot! C'est 1,8 million quand même, vous abusez là! Bienvenue chez Maserati, je peux vous aider? C'est quoi? J'hésite entre m'acheter celle-là ou 17 Toyota Corolla. Moi, je me fais harceler au lycée. Pauvre naze! Je voudrais pouvoir me défendre. Mais t'étais là-bas! Je suis partout, pétasse! Je kiffe trop de remonter le temps! Regardez, c'est moi qui dors! Qu'est-ce qui se passe? Il y a un avion qui s'est crashé. Émeute, catastrophe, rien de tout ça était arrivé. Tout part en vrille. Jessie a disparu, tout le monde la cherche partout. Jess, non! Je vais remonter au point de départ. Ça pourrait te tuer. C'est le seul moyen d'empêcher que tout ça se passe. Tiens là-bas! Oui, effectivement, hein, les conséquences peuvent parfois être irréversibles. Et puis, il y a quand même des côtés marrants, le coup de la loterie. Moi, j'aimerais bien revenir en arrière, tricher un peu. Hein, ça pourrait justement, on pourrait toucher le gros lot et devenir riche d'un coup comme ça, sans que les gens sachent. Alors, on enchaîne justement sur une deuxième sortie cinéma.
Alors, la deuxième sortie dont je vous parle aujourd'hui va rappeler des souvenirs d'enfance à certains d'entre vous, puisqu'il s'agit de l'adaptation cinéma d'un dessin animé qu'on regardait quand on était enfant. Après avoir donc bercé l'enfance de toute une génération, les Chevaliers du Zodiaque reviennent en images numériques dans La Légende du Sanctuaire, un film réalisé par Keiichi Sato. Bah oui, ça me rappelle plein de souvenirs. Je reconnais Pégase, Chêne, Cygne. Voilà, je ne vais pas citer parce qu'après ils vont me dire que j'étais une accro, mais bon, voilà, j'ai trop aimé ces dessins animés. C'est toute notre enfance. Alors, pour l'histoire, les Chevaliers du Zodiaque sont apparus en France pour la première fois dans le Club Dorothée en 88, un programme dont on a bénéficié ici aussi, quand on était petits, on s'en rappelle tous. Ça me rappelle des souvenirs. Voilà. Alors, la série animée japonaise a su traverser donc les âges et marquer de nombreuses générations. À l'origine, donc les Chevaliers du Zodiaque étaient publiés dans l'hebdomadaire japonais Shonen Jump de 85 à 90. Et puis très vite, les Japonais ont adapté cette histoire en série, en dessin animé. Et puis, plus de 20 ans après, la série est aujourd'hui transposée au cinéma. D'ailleurs, Masami Kurumada, le créateur du manga originel, a supervisé la production des Chevaliers du Zodiaque, La Légende du Sanctuaire. Il a donc effectué un très grand travail de recherche pour donner donc à ces personnages des références mythologiques et astrologiques crédibles. Par exemple, Aldébaran, c'est l'un des plus puissants chevaliers du Zodiaque d'origine brésilienne qui a l'armure d'or, qui porte l'armure d'or du taureau. Et lui tire son nom en fait de l'étoile la plus brillante de sa propre constellation. Ça a dû être une vraie galère pour le réalisateur justement de synthétiser tous les épisodes du Chevalier du Zodiaque pour en faire justement un film au cinéma. Et effectivement, alors Keiichi Sato a eu beaucoup de mal à transformer cette série télévisée cultissime en film, en long métrage, mais il a fait en sorte que le film s'adresse à tout le monde, à toutes les générations, aussi bien aux fans qui suivent la série depuis son origine et qui sont en âge aujourd'hui d'être parents d'ailleurs, aussi bien à ces personnes-là qu'à leurs enfants qui ne connaissent pas ou peu la série. Donc la difficulté résidait également dans l'animation puisqu'il s'agit d'un film d'animation en 3D. Donc à la base c'était un dessin animé. Exactement, comme on le disait, oui, tout à fait. Donc il a voulu que sa forme, dans sa forme, le film reste fidèle donc aux principes esthétiques de l'animation japonaise. Alors l'une des caractéristiques de l'animation japonaise, c'est l'effet cathartique que procurent donc ces scènes d'action, toutes ces explosions qui sont vachement visuelles. Voilà, donc le film comporte beaucoup de scènes qui visent à produire cet effet. Et donc une autre difficulté qu'ils ont rencontrée, qui a d'ailleurs limité le réalisateur, résidait dans le traitement d'un personnage, celui de Shun. Alors c'est un personnage qui souhaitait traiter de façon plus poussée. Les scènes dans lesquelles il apparaît étaient d'ailleurs bien plus nombreuses à l'origine. Et en fait, l'équipe d'infographie se trouvait un peu confrontée à beaucoup de difficultés pour réussir à bien représenter en fait la chaîne nébulaire qui est donc l'un des attributs de Shun. Donc le réalisateur voulait quelque chose de beaucoup plus dynamique et puis au final il s'est résigné. Mais on espère que les fans, eux, ne seront pas déçus. Les Chevaliers du Zodiaque, La Légende du Sanctuaire, bande-annonce. Au commencement, une déesse était chargée de protéger la Terre. Athéna, faites en sorte que le sanctuaire ne la trouve pas et protégez-la. Si Athéna était garante de la paix sur Terre, elle était aussi la déesse de la guerre. Gardienne de l'équilibre du monde. En fait, mademoiselle Saori, Athéna, c'est vous. Elle fut cachée des forces du mal. Sauvez-vous! Pour sa protection, elle s'entoura de valeureux guerriers placés sous le signe de constellations. Les Chevaliers du Zodiaque. Pour sauver leur déesse d'une terrible conspiration, ils devront traverser le sanctuaire du Grand Pop. Le moment est venu. Et y affronter sa légendaire armée des 12 Chevaliers d'Or. Alors, vous avez peur? Leur plus grande bataille commence aujourd'hui. Nous devons protéger Athéna. Tu vas mourir ici et maintenant. Les Chevaliers du Zodiaque. Voilà, ça promet. Le réalisateur a bien, on va dire, géré la réalisation du film. Ça a l'air d'être bien fait au niveau du visuel.
En tout cas, j'ai envie d'aller regarder pour voir le changement un peu de ce qui s'est passé avant et aujourd'hui. Alors, pour les autres salles de cinéma, qu'est-ce qui se passe? Alors, on commence avec La Foi. Cette semaine, dans les salles, retrouvez Charlie Mordecai, une comédie de David Koepp avec Johnny Depp et Gwyneth Paltrow. Donc, Charlie Mordecai, c'est un marchand d'art et c'est aussi un escroc occasionnel, à l'élégance indéniable et au charme fou. Sa mission, être le premier à retrouver un tableau volé qui conduit au trésor des nazis. Une séance est prévue aujourd'hui et demain à 17h30 et samedi à 17h30 et 19h30. Et on continue avec les sorties prévues du côté de Bourail. Oui, Élise, alors comme d'habitude, 2 films sont à l'affiche. Les Nouveaux Héros, film d'animation réalisé par Don Hall et Chris Williams. Suivez donc l'incroyable aventure de Hiro Hamada, le petit génie de la robotique qui découvre qu'un complot criminel menace sa ville. Avec l'aide de son plus proche ami Baymax, le robot infirmier, et de ses compagnons qu'il va transformer en super-héros high-tech, Hiro va donc tout faire pour sauver sa ville et ses habitants. Une séance est prévue aujourd'hui et une autre demain, vendredi 6 mars. Et puis le deuxième film à l'affiche, Taken 3, film d'action réalisé par Olivier Megaton avec Liam Neeson et Forest Whitaker. Donc pour l'histoire, l'ex-agent spécial Brian Mills voit son retour à la vie tranquille bouleversé lorsqu'il est accusé à tort du meurtre de son ex-femme chez lui à Los Angeles. En fuite et traqué par l'inspecteur Dotzler, Mills va devoir employer ses compétences particulières qu'on connaît tous une dernière fois pour trouver le véritable coupable, pour prouver donc son innocence et puis protéger la seule personne qui compte désormais pour lui, c'est-à-dire sa fille. Une séance est prévue demain et une autre ce samedi 7 mars. Voilà pour la programmation. Merci, on te retrouve vendredi. Avec plaisir Élise, merci à tous, à très bientôt. Allez, on retrouve Camille pour notre rubrique Grandeur Nature. Bonjour Camille, alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Bonjour Élise, bonjour à tous. Il fait chaud et donc du coup on a envie de se baigner. Alors j'ai envie de parler d'un élément naturel l'on connaît très bien, c'est la rivière. C'est sûr que quand il fait une grande chaleur comme ça, on a envie de se baigner, passer le week-end à la rivière et pour se détendre. Et puis en plus il y en a plein dans la zone, mais avant d'aller plus loin, quand je te dis rivière, tu penses à quoi? Pêche, tout ça aussi, non? Pêche, anguilles dans certaines rivières, pas beaucoup à d'imbéage, j'en ai jamais vu, mais en tout cas, cailloux, cascades. Et si je te demande de définir rivière, pour toi, ça serait quoi? C'est un cours d'eau. Exactement. C'est un cours d'eau à débit moyen et qui en fait reçoit des affluents. Alors comment ça marche? L'origine de la rivière, il y a la source, de la source qui coule dans un chenal qu'on appelle un lit et qui chemine dans les terres jusqu'au terme de la rivière, donc l'embouchure. Et dans toutes les rivières, il y a une embouchure en fait? Eh bien non, excellente question, parce que certaines rivières en fait, ça sèche, je vais y arriver, progressivement en arrivant en fait dans les zones arides, donc elles n'ont pas d'embouchure et ce système-là s'appelle l'endoréisme. Et concrètement, l'endoréisme, justement, je pense que c'est un bassin clos qui retient l'eau. Alors corrige-moi si c'est pas ça. Non, c'est ça. Ce qui signifie que quand il pleut, par exemple, l'eau ne peut pas quitter ce type de bassin. Je suppose que c'est à cause de l'évaporation ou l'infiltration, c'est ça? C'est ça, tu es une excellente élève. Tu as tout préparé avant ma chronique, je suis sûre. Sûr. Alors j'ai eu justement une bonne professeure. Alors dis-moi pourquoi certaines rivières sont transparentes et d'autres le sont moins? La transparence d'une rivière dépend de la quantité des végétaux qu'elle contient et aussi de la pollution environnante. Alors, donc la rivière adapte justement d'une manière générale toujours son lit à la topologie des lieux, c'est ça? C'est ça, c'est ça, toujours. Alors, en termes de biologie marine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet? En fait, les rivières font partie des zones humides qui abritent énormément d'espèces et donc certaines sont même migratrices. Bon, ici, c'est moins le cas, mais par exemple, dans l'hémisphère nord, on trouve des espèces telles que le saumon, les castors, les loutres, les écrevisses et des invertébrés et aussi beaucoup de plantes et d'algues qui jouent bien sûr des fonctions très importantes et donc certaines espèces sont menacées et même protégées.
mais plus proche de nous. Qu'est-ce que tu peux nous dire Eh bien, qu'il y a, en fait, ici, tout à l'heure, je te disais, on va parler d'une rivière proche de Nouméa, la rivière de la Dembéa, qui abrite en fait une faune exceptionnelle, où on peut trouver une diversité aussi de poissons exceptionnelle. Il faut savoir qu'il y a plus de 26 espèces de poissons d'eau douce dans cette rivière, et dont 4 qui sont endémiques et donc recensés dans la rivière de la Dembéa. Alors, il y a aussi une étude de la flore qui a déterminé que ce site en fait constitue également une unité écologique très riche et dont la biodiversité n'a jamais été totalement inventoriée dans cette zone-là. Mais par exemple, on sait qu'il y a dans la zone des palmiers endémiques. Donc pour mieux s'en rendre compte, je vous propose bien sûr une petite balade à la rivière de la Dembéa. On a assisté en fait à une journée de découverte par Mokamana. Regardez. On allait peut-être traverser en bas. La pêche. Venez là, je vais vous expliquer. Voilà, donc vous avez plein de petites bestioles là que vous pouvez ramasser. Donc approchez-vous doucement parce que souvent les bestioles pour se défendre ils se laissent tomber. Voilà, hop. Nous avons fixé comme objectif d'apprendre aux enfants à mieux connaître les milieux de la Nouvelle-Calédonie, que ce soit les forêts ou la rivière. Et aujourd'hui, nous avons l'atelier rivière qu'on appelle Tréméry gardien de l'eau. Tréméry pour trésor et mystère de nos rivières, parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent inconnues. Et gardien de l'eau, parce que nous souhaitons que les enfants deviennent à leur tour gardiens de l'eau, qui est une ressource précieuse. Oui, là, c'est quoi ça là? Ici, là. Ce projet a été préparé en amont, tout ce qui a été chaîne alimentaire, cycle de l'eau, enfin tout un travail scientifique. Et puis l'aboutissement, c'est la sortie sur le terrain où on va récolter des petites bestioles qu'on va analyser, décortiquer. Et on va surtout sensibiliser les enfants à la richesse de la Dembéa et à sa protection, en fait, tout simplement. Celle-là, et puis les petits. Puis après la sortie, il y a aussi tout un travail d'écriture en fait, où on en prend des photos, puis on va tout légender pour avoir un support de cette sortie qui est en plus pédagogique. Mais moi, ce que je trouve bien ici, c'est qu'on découvre des petits animaux comme les petites crevettes. Quand on voit pas ailleurs. La découverte. Moi aussi, c'est pareil. On a trouvé comme une sorte de chenille avec des crabes, des poissons, larves, puis c'est tout. Puis des genres de petits Moi, c'est ce que j'ai aimé, c'est pêcher des poissons et puis c'est quand j'ai vu la crevette et puis quand je savais pas que le père à Mourad il connaissait pêcher les petits poissons. Donc pour les enfants, c'est un moment important puisqu'ils sont directement dans la nature, ils peuvent eux-mêmes toucher, voir si c'est quelque chose qui est en très bon état ou en moins bon état. Et je pense que c'est quelque chose qui les marque parce qu'en général, ils repartent enchantés et puis ils ont vraiment amélioré leurs connaissances, ils connaissent plus de poissons, plus d'insectes, etc. Donc ces moments où ces classes nature, pour moi, c'est vraiment un moment crucial. Je pense qu'il faudrait développer en Nouvelle-Calédonie. Je suis chargé de mission à l'association Mokamana. Mon rôle, c'est d'organiser les différentes opérations de l'association, que ce soit le reboisement ou les opérations de sensibilisation comme aujourd'hui. Donc d'organiser avec les écoles et les différents intervenants cette animation. Tu vas t'occuper en rouge de ce qui arrive à l'eau quand sur son chemin il y a une usine, ou bien des maisons, ou bien de l'agriculture. C'est aussi aller dans les racines des arbres. Ouais, ça peut nourrir donc. Alors je suis bénévole pour l'association de Mokamana. Mokamana, ça veut dire Mon Caillou, ma nature.
Aujourd'hui, je suis venue donc sur le site de Gaïa. On est plusieurs intervenants et j'anime un atelier sur le cycle de l'eau pour sensibiliser les enfants à justement les différents états de l'eau et comment on peut aussi protéger l'eau. Bonjour, je m'appelle Kenny Chapuis, je vais vous parler des poissons de la rivière et un peu vous expliquer leur adaptation morphologique, c'est-à-dire comment les poissons sont adaptés pour vivre dans le milieu aquatique. Nous avons plusieurs ateliers. Il y a un atelier sur les poissons, il y a un atelier sur les invertébrés, où on aborde les notions de chaîne alimentaire, de santé, pour mesurer la santé des rivières à travers des indices macrobiotiques. Pourquoi ça gonfle leur machin? Regarde, tu mets trop. Mais respire. On a un atelier sur la qualité physico-chimique où on teste avec des sondes des mesures simples, la teneur d'oxygène, la conductivité, le pH. Donc on mesure avec cet appareil le pH, l'oxygène et la conductivité. On peut aussi mesurer d'autres paramètres, mais nous on se limite à l'oxygène et au pH. Donc le pH, on dit qu'il est neutre quand il est égal à 7. Donc c'est l'eau qui est déjà entendu. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à nos rivières et qu'on étudie les poissons, les petites bébêtes comme les larves d'insectes et qu'on fait la physico-chimie pour savoir si nos rivières ne sont pas en danger. Donc là, on revient de la rivière, on a pêché tous ces petites... Je peux mettre la bébête là? Toutes les petites... Oui, mais dedans. Moi, c'est une grosse bébête. Et donc maintenant, on va essayer de regarder qu'est-ce qu'on a trouvé. Vous allez regarder et vous allez essayer de trouver ce que c'est. Ok? Donc on essaie d'attraper les insectes de rivière pour déterminer si la rivière elle est en bonne santé. Donc il y a des espèces que vous voyez ici. Donc là où on était, l'eau était très propre. Et du coup, voilà, regardez. Et on va mettre juste une goutte d'eau. Voilà. Là, comme ça, elle peut vivre. Exactement. Ensuite, il y a quelques outils ludiques comme la pêche à la ligne où nous souhaitons que les enfants apprennent à connaître les noms des poissons et les retenir par la suite. Ou un autre atelier où on apprend à connaître les adaptations physiologiques des poissons, comment ils vivent dans les différentes niches écologiques dans une rivière. Hippocampe, en fait, il a une caractéristique, c'est que c'est le mâle qui porte les œufs. C'est pas la femelle. C'est pas la femelle qui porte les œufs, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi papa poule. C'est pas la femelle au-dessus? Non, ça c'est deux espèces différentes. Donc tu vois, faut vraiment pas se fier à sa couleur du corps, mais vraiment à ses signes caractéristiques, ses grosses bandes ou la tache qu'il a sous l'œil. Mon atelier, je fais pêcher les enfants à la ligne. Donc ils doivent pêcher un poisson avec une canne à pêche aimantée. Une fois qu'ils ont ce poisson, ils doivent l'identifier sur des panneaux. Et en fait, ça permet d'appréhender les notions d'endémisme ou de poissons autochtones ou envahissants pour voir un peu les caractéristiques qu'ils ont. Donc les poissons envahissants qui ont des caractéristiques négatives sur l'environnement ou les poissons endémiques qu'il faut à tout prix protéger puisqu'ils existent en Nouvelle-Calédonie. Alors on va résumer, on a dit qu'il y avait 3 types de poissons. Donc les verts, on a dit que c'était autochtone. Quelqu'un peut me rappeler ce que c'est autochtone? C'est quand... C'est quand il n'y en a pas dans un pays. Quand il y en a dans un pays, puis il y en a dans... Oui, c'est ce que je voulais dire. Voilà, qui existe naturellement en Calédonie, mais qui existe aussi ailleurs dans le monde. Dans un autre pays. Voilà. Une fois qu'on a identifié ce poisson, on essaye de voir un peu les caractéristiques remarquables du poisson, s'il change de couleur quand il est énervé ou s'il reste dans la vase, ce genre de choses. La finalité, c'est de voir un peu la richesse des rivières, donc la richesse biologique, de voir qu'il y a beaucoup d'espèces endémiques à la Nouvelle-Calédonie, donc des poissons qu'on retrouve vraiment que dans les rivières de la Calédonie, et qu'il y a aussi par contre beaucoup d'espèces envahissantes, comme les poissons millions ou les poissons porte-épée, qui ont un impact vraiment très très négatif sur l'environnement. Nous organisons ces ateliers de rivière pour sensibiliser aussi bien les jeunes que les adultes parce qu'actuellement nous avons en Nouvelle-Calédonie 75% des cours d'eau qui sont déjà dans un état pauvre ou très pauvre en termes de biodiversité. Donc il nous reste environ 25% des cours d'eau qui sont encore riches, dont la rivière d'Ambéa et d'où notre choix d'emmener des enfants sur cette rivière.
Alors on le comprend, dans le sujet, la Dembéa, on va dire, est plus ou moins préservée, hein, je dis plus ou moins, car elle est riche en biodiversité, mais c'est parce qu'elle subit justement beaucoup de feux. Oui, elle subit voilà, énormément de feux malgré sa grande richesse. Il faut savoir aussi qu'il faut faire attention quand on va à la Dembéa. Pourquoi? Parce qu'elle est énormément fréquentée, hein, d'où moi, sa je fais partie de ceux qui fréquentent cette rivière. Hein, voilà, avec Nouméa. Et donc, vu qu'elle est beaucoup fréquentée, il y a quand même des associations qui œuvrent pour préserver cette rivière, et notamment l'association s'appelle Dembéa Rivière Vivante, en fait, qui a pour objectif, elle, de valoriser un peu l'aménagement de cette rivière et donc bien sûr de préserver le site. Donc comment elle fait? Bien, en fait, elle aimerait créer un parc de la rivière de la Dembéa en aménageant en fait des zones de baignade, des campings, des randonnées, que des randonnées soient aménagées sur le site un peu, puis gérer ce parc un peu comme le parc de la rivière bleue. Mais voilà, ils ont beaucoup d'actions pour préserver, sensibiliser les gens au ramassage des déchets aussi. Et puis il y a d'autres associations aussi qui travaillent autour de la rivière de la Dembéa. C'est notamment le WWF, donc un organisme mondial de protection de la nature, et eux, en fait, ils s'occupent de la valorisation des sols. Et donc, ils reboisent également? C'est ça, en fait, ils reboisent. Alors, pourquoi ils reboisent? Parce qu'en fait, il faut savoir que le bassin de la rivière de la Dembéa est donc le château d'eau du Grand Nouméa. Cette rivière, elle alimente 3 quarts de la population de Nouméa en eau, elle représente en fait aussi cette rivière la plus riche biodiversité, on l'a vu tout à l'heure dans le sujet, donc de poissons d'eau douce du territoire. Elle est très appréciée des scientifiques, mais malheureusement, et bien voilà, cette rivière, comme tu le disais, elle est détruite, enfin le bassin, la vallée est détruite notamment beaucoup par les feux. Donc il faut faire attention, parce que quand on dit feu, on dit érosion des sols, ça veut dire que la boue va glisser jusque dans la rivière, et le traitement de l'eau pour alimenter les robinets de Nouméa, ça devient très compliqué, donc il faut faire attention. Donc voilà comment ça se passe. Alors du coup, depuis 2012, eh bien, le WWF, eh bien, avec l'association Dembéa Rivière Vivante, et donc aussi plusieurs partenaires locaux, eh bien, ils ont commencé à faire de la restauration forestière, voilà, dans la vallée détruite par les feux. Et l'objectif cette année, eh bien, il est encore double. On continue ces opérations parce que les associations veulent encore mettre en terre près de 4000 arbres. Donc voilà, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'actions menées pour préserver bien cette magnifique rivière de la Dembéa. C'est vrai que je confirme que c'est un magnifique site, hein. Et puis voilà, il y a du boulot. Donc si Mokamana a besoin de volontaires, donc on fait appel justement à votre bienveillance, à votre courage pour venir justement planter tous ces arbres. Hein, voilà, Mokamana, le WWF aussi, et puis les différentes associations de la Dembéa. Voilà, donc on aura l'occasion d'en parler dans ta rubrique Grandeur Nature. Merci Camille, à la prochaine. Merci Lise, à bientôt. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle quotidienne.